Nous sommes le 10 septembre 2017. Il est 9h58. Et dans 2 minutes, je vais m'élancer pour l'un des rêves les plus dingues de toute ma vie. Face à moi se dresse une ligne de départ. C'est celle du Thor des Géants. L'un des ultra-trails les plus relevés de la planète. Le Thor des Géants, c'est une petite balade automnale et bucolique de 330 km et de 25 000 mètres de dénivelé positif dans les Alpes italiennes. Le tout à parcourir en moins de 150 heures, sans interruption et seul. En gros, le Thor des Géants, ça revient à être sur une plage, regarder l'Everest et se dire « Ok, je vais faire l'ascension jusqu'au sommet, je vais redescendre, et je vais trouver ça tellement cool que je vais le faire 3 fois sans m'arrêter. Ah oui, et pour que ce soit encore plus cool, je vais le faire en portant en permanence 10 kilos de matériel sur les épaules. Je ne vais dormir que 6 heures pendant toute la semaine qui va m'être nécessaire pour terminer la course. Et je vais alterner entre des températures qui vont de 35 degrés en journée et moins 15 degrés avec pluie et neige la nuit. Voilà. Et à ce stade, pour des raisons qui ne sont peut-être pas hyper claires pour vous, prendre le départ de cette course m'a longtemps fait rêver. Et l'histoire que je vais vous raconter ce soir, elle aurait pu commencer ici, sur cette ligne de départ. Mais si je le faisais, je tomberais dans le biais que la plupart d'entre nous avons lorsqu'il s'agit de regarder nos rêves. Celui de nous concentrer uniquement sur le résultat que l'on veut accomplir, beaucoup plus que sur le chemin qu'il faut pour y parvenir. Donc mon rêve ne commence pas sur cette ligne. Il commence en vérité 4 ans auparavant, lorsqu'un ami, qui est présent dans la salle ce soir, vient me partager sa nouvelle passion, l'ultra-trail. À cette époque, moi, je ne connais rien de cette discipline. La distance la plus longue, d'ailleurs, que j'ai jamais parcourue, c'est 42 km, et le marathon de Paris. On va pas se mentir, en matière de dénivelé, le marathon de Paris, c'est pas le truc le plus montagneux qui soit. C'est clair. Mais quand je vois l'émotion qu'il habite lorsqu'il m'en parle, je sens des étoiles dans les yeux. Et on commence à se motiver avec cet ami. Et on en arrive avec cet accord très sain qui est « Ben mec, si tu t'inscris, je m'inscris. » Et c'est ainsi que mon aventure du Thor des Géants va démarrer. Et si je suis honnête avec vous, au début, je vais m'entraîner pas vraiment de manière très structurée. Au point qu'après quelques mois, je me dis que ce serait quand même une belle idée que le premier jour où je vais vérifier si je ne suis pas trop mauvais en ultra-trail, ce ne soit pas le jour du départ de la course. Je vais donc m'inscrire à une course de préparation en Ardèche, un 50 km et 3000 mètres de dénivelé positif. Et le jour de la course, les conditions sont merveilleuses. On a une météo incroyable, je me sens hyper bien, je double beaucoup. Et je commence à avoir des pensées de l'ordre « Bah, tu vois Tom, tu t'en faisais une montagne, mais t'es prêt ?» L'histoire du mec qui, dès sa première course, survole l'épreuve et remporte la victoire aurait pu être hyper belle à raconter dans un TED. Et évidemment, vous vous en doutez, ce n'est pas ce qui va vraiment se passer. Je vais littéralement exploser, au point d'arriver 3 heures après l'avant-dernier. Je vais tellement galérer que mes parents qui sont venus m'accompagner vont faire le chemin en sens inverse depuis l'arrivée, pour s'assurer que je ne suis pas mort dans un ravin. Je finis quand même par passer la ligne. Et dans le chemin retour, qui me ramène à la maison, je prends conscience à quel point ce qui s'est passé sur ces chemins ardéchois doit profondément changer la manière dont je structure mes rêves. J'ai réalisé que je rêvais mes rêves. C'est-à-dire que j'étais très bon pour dire à qui voulait bien l'entendre à quel point cette course du Thor des Géants était incroyable, à quel point j'étais un mec courageux et stylé de l'envisager. Le seul problème, c'est que parler de nos rêves, ça ne suffit pas pour préparer une course de 300 km en montagne. J'ai réalisé que, pour aller au bout de mon Thor des Géants, j'allais d'une part devoir devenir un meilleur coureur, mais surtout un meilleur rêveur. Et tout a changé pour moi le jour où j'ai commencé à envisager le fait de réaliser ses rêves comme une compétence. Une compétence qui se travaille, une compétence qui se développe, une compétence à laquelle je peux dédier du temps, de l'argent, de l'énergie. Bref, j'ai compris que réaliser ses rêves, ça s'apprend. Et c'est ainsi que j'ai bâti un modèle pour m'y aider. Et ce modèle, je l'ai baptisé la constellation. Son principe est simple.
m'aider à adresser le principal fléau en matière de rêve. Celui de les regarder avec un prisme beaucoup trop étroit, le prisme unique du résultat que l'on veut accomplir. Or, nos rêves sont de telles sorties de zone de confort qu'ils ont des impacts bien au-delà du résultat que l'on veut accomplir. Pour réaliser le rêve de terminer le Tort des Géants, il ne me suffit pas de bien courir. Pour réaliser le rêve de publier un bouquin, il ne me suffit pas de bien écrire. Et pour réaliser le rêve de donner un TED Talk devant vous ce soir, il ne me suffit pas de bien m'exprimer. Et c'est là toute l'invitation de la constellation. Nous inviter à regarder nos rêves de manière plus large. Prenons l'exemple de la constellation de la Grande Ourse. Si vous la regardez avec un prisme trop étroit, vous ne voyez qu'une étoile. En revanche, si vous prenez du recul, alors la casserole apparaît et tout fait sens. L'invitation que j'ai avec ce modèle, c'est de parvenir à faire la même chose pour nos rêves. Prendre suffisamment de recul pour les regarder largement et observer tous les impacts qu'ils vont avoir dans nos vies. Ces impacts sont alors autant d'étoiles qu'il peut y avoir dans une constellation de nos rêves. Avec la croyance que plus on identifie d'impacts, plus on a de leviers à notre disposition pour maximiser nos chances de nous rapprocher de nos rêves. Après avoir accompagné des centaines de personnes, j'ai réalisé que tous nos rêves avaient des impacts autour de 2 axes. Le premier, c'est l'axe de l'être. Tous les impacts que notre rêve va avoir sur nous personnellement. Nos peurs, nos doutes, nos croyances, nos jugements. Et le second, c'est l'axe du faire. Tout ce que je vais devoir concrètement mettre en œuvre en vue d'avancer vers mon rêve. Et ça peut paraître évident, dit comme cela. Mais si vous prenez le temps d'être honnête avec vous-même, vous réaliserez que, comme nous tous, vous avez une préférence pour l'un ou l'autre de ces 2 axes. Certains excellent dans le domaine de l'être. Ils sont très forts pour se poser des questions, être dans l'introspection. Et ça fait d'eux des gens très alignés. Le problème, c'est que si l'on est uniquement dans cet axe, rien n'avance. D'autres, en revanche, sont très performants sur le domaine du faire. Ils excellent dans l'organisation, la structuration. Et ça fait des gens qui avancent fort. Mais là aussi, le problème, c'est que si l'on est uniquement dans cet axe, c'est compliqué de s'assurer que l'on avance vers ce qui fait vraiment sens pour nous. Et c'est ce que je vais chercher à faire pour mon rêve du Tort des Géants. Identifier tous les impacts qu'il a dans ma vie, toutes les étoiles de ma constellation. Et j'ai envie d'en partager 2 avec vous. Le premier, chez moi, c'est la flemme. Je suis quelqu'un d'incroyablement flemmard. C'est-à-dire que, sans un cadre approprié, je vais toujours choisir de m'affaler dans mon canapé plutôt que de mettre mes chaussures et d'aller courir. Or, cette décision, je vais devoir la prendre des milliers de fois dans le cadre de la préparation du Tort des Géants. Et donc, améliorer ma capacité à dépasser ma flemme, c'est quelque chose qui va avoir un impact au moins aussi bénéfique que ma capacité à monter très vite. Un autre exemple, c'est l'impact de mon rêve sur la relation avec mon épouse. À l'époque où je prépare le Tort, je cours 250 km par semaine. Ce qui m'amène très souvent à faire des sorties de nuit, à ne pas être là à son réveil, à manquer des soirées entre amis. Et là aussi, pacifier la manière dont mon rêve va impacter ma relation avec mon épouse, ça va être tout aussi important que ma capacité à descendre très vite. Parce que si à chaque fois que je mets une paire de pompes, je me dispute avec elle, mon rêve va en pâtir. Et c'est à ce moment-là que je vais arrêter de me poser cette question. Est-ce que je vais terminer le Tort des Géants ? Qui est une question aussi stérile que déresponsabilisante. J'ai compris que l'atteinte de mon objectif, ça allait être le fruit de ma capacité à suivre ma constellation, autant que possible, à travailler sur mes peurs, sur ma flemme, sur ma nutrition, sur mon sommeil. Et c'est ce que je vais faire pendant les 3 années qu'a duré cette préparation. Jusqu'au 10 septembre 2017, il est toujours 9h58 et il y a toujours face à moi cette ligne de départ. Les rues de Courmayeur sont bondées. Ma femme et ma famille sont là pour m'encourager. Et malgré l'effervescence qui monte, moi je sens les larmes dans mes yeux. Évidemment, je sais que je suis là où j'ai envie d'être, que je m'apprête à vivre ce que j'ai désespérément envie de vivre. Mais il y a aussi une part de moi qui est terrifiée à l'idée de ce que je m'apprête à infliger à mon corps
et à mon esprit. 3, 2, 1, et c'est parti. Mon rêve commence. Et les 80 premiers kilomètres se placent plutôt bien. Jusqu'au premier fléau, les maux de ventre. Avec la fatigue et le froid qui m'amène à boire de l'eau quasiment glacée en permanence, je sens mon ventre qui commence à se tordre. Puis, c'est le manque de sommeil qui se fait cruellement sentir. Pendant toute la durée de l'épreuve, je ne vais dormir que 6 heures, ce qui m'a amené au bout d'un moment à avoir des hallucinations et à tenir des propos incohérents à mes proches quand je les appelle. Les kilomètres commencent à faire mal, très mal même. Le fait de porter 9 kilos en permanence sur le dos fait que mes genoux implosent, au point que je vais devoir faire certaines descentes en marche arrière, tellement la douleur est forte. Mais je m'accroche, jusqu'à la mi-course et ce 160e kilomètre. Et là, je me rappelle très bien, je rencontre un gars du coin qui me dit « Bah, c'est bien, petit, t'es arrivé jusque-là parce qu'objectivement, c'était facile. La vraie course, elle commence là. » Ouais. Mais surtout, il me rappelle que tout se joue ici. Soit j'arrive au 200e kilomètre dans de bonnes conditions, et je peux rêver à la victoire, soit c'est l'abandon. Je me prépare alors à une 12aine d'heures de montée au sortir de ce 160e kilomètre, sous une pluie tellement forte que ma frontale n'allume pas au-delà du bout de mes pieds. Je pars, il fait moins 15 degrés avec de la pluie. Je vais alors goûter à des sensations de froid et de fatigue tellement extrêmes qu'au bout d'un moment, j'envisage de prendre du repos là, au bord du chemin, en pleine montagne. Je commence alors à m'enrouler dans ma couverture de survie et, heureusement pour moi, dans un élan de lucidité, je prends mon téléphone. Et là, je vois, pas de réseau. Et pour la première fois, je me dis, si je m'endors ici, il est possible que je ne me réveille pas. Et cette pensée suffit à me donner un déclic qui me fait repartir. Je repars doucement. À la base, là, je fais du 500 mètres à l'heure, ce qui n'est pas ouf. Mais je reprends et je continue. Et les kilomètres défilent. Et je vais tout connaître. Je vais connaître la déshydratation, je vais connaître l'insolation, je vais connaître la peau des pieds qui se décolle due à l'humidité, je vais connaître les ampoules, je vais connaître les brûlures laissées par le sac à force de frotter contre mon corps. Mais malgré ça, j'arrive à vivre ce moment si particulier qui est le dernier col du Thor des Géants. En contrebas, j'aperçois Courmayeur et sa ligne d'arrivée. Je m'élance alors pour l'ultime descente, jusqu'à vivre ce moment dont j'ai tant rêvé pendant ces milliers d'heures d'entraînement. Je suis face à la ligne d'arrivée, je suis face à mon rêve. Une dernière accélération, et je suis finisher. Et ce qui me rend fier à ce moment-ci, ce n'est pas d'avoir terminé la course. Évidemment, c'est une joie intense, mais aussi très furtive. Ce qui me rend fier, c'est d'être capable aujourd'hui de me regarder tous les jours dans la glace et de me dire qu'à un moment de ma vie, ce rêve a été suffisamment important pour que je lui fasse la place dans mon existence pour me permettre de l'accomplir. Avant de vous laisser, j'aimerais partager ce dernier moment avec vous. Celui du jour où j'ai annoncé à ma maman que j'allais courir cette course. Je me rappelle très bien, on était au petit déjeuner. Et sa réponse a été « Tom, c'est déraisonnable de courir ça. » Et je suis reparti avec cette question. À quoi ça sert d'être raisonnable lorsqu'il s'agit d'avancer vers nos rêves ? Évidemment que nos rêves sont difficiles. Évidemment qu'ils sont complexes et ambitieux. Évidemment que ce sont des sorties de zones de confort incroyables. Et pour moi, être déraisonnable, ce n'est pas du tout faire abstraction de tout ça. Être déraisonnable, c'est être conscient que tout cela se joue et décider d'y aller quand même. Décider qu'il y a quelque chose en nous qui est plus grand, que l'on a envie d'écouter et de suivre. Au moment de conclure, j'aimerais, s'il vous plaît, vous demander de penser à ce rêve qui est enfoui en vous et de vous laisser avec cette question. À quoi ressemblerait le monde et nos vies si chacun de nous devenait meilleur à réaliser ses rêves ? Personnellement, c'est dans ce monde-là que je rêve que mes petites filles grandissent. Et vous ? Merci de m'avoir écouté réaliser un de mes rêves.